Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes début février, j'arrive évidemment un peu tard pour les vœux pour la nouvelle année, mais comme mieux vaut tard que jamais et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vous souhaite quand même une très belle année 2025. C'est une année où au niveau céleste, toutes les planètes lentes viennent de changer ou vont changer de signe, ce qui augure d'un temps où des changements radicaux, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, pourraient bien avoir lieu sur la Terre aussi bien au niveau individuel que collectif. À noter qu'à l'exception de Jupiter, ces planètes entrent toutes dans des signes de polarité positive, c'est-à-dire masculine, active, dynamique, alors qu'elles viennent de signes de polarité négative, féminine, donc plus réceptive et passive. Autant dire qu'il y a un changement d'ambiance. Nous avons vu le 19 novembre 2024 à 20h39 l'arrivée définitive pour 20 ans de Pluton en Verseau. Neptune, lui, fera une première incursion en Bélier à partir du 30 mars 2025 à 11h57 temps universel jusqu'au 22-10 2025 où il reviendra pour quelque temps en Poisson et puis il retournera en Bélier pour 13 ans à partir du 26 janvier 2026. Saturne le suivra d'assez près. Il entrera, lui, une première fois en Bélier le 25 mai 2025 à 3h35 temps universel. Il y restera jusqu'au 1er septembre 2025 et reviendra momentanément en Poisson jusqu'au 14 février 2026 où il entrera définitivement en Bélier pour 2 ans et demi. Jupiter, lui, entrera en Cancer le 9 juin 2025 à 21h02 temps universel et il y restera pour un an. Quant à Uranus, il fera une première incursion dans le signe des Gémeaux le 7-7-2025 à 7h47 temps universel. On a beaucoup de 7 dans cette date et cet horaire. Avis aux personnes qui s'occupent de numérologie. Et il restera jusqu'au 8-11-2025, reviendra momentanément en Taureau pour repartir en Gémeaux pour 7 ans à partir du 26 avril 2026. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller lire mon article de janvier 2025 intitulé 2025 Énergies et défis pour en apprendre un petit peu plus sur cette année. Vous le trouverez sur mon site, le lien est sous la vidéo, c'est évidemment dans l'onglet articles. Comme le seul pouvoir que nous ayons actuellement dans cette société de plus en plus restrictive est un pouvoir intérieur, je vous souhaite donc, et je nous souhaite à tous, pour cette période si particulière, de trouver en nous l'énergie et le courage d'opérer les métamorphoses intérieures indispensables à un retournement des valeurs collectives obsolètes, voire corrompues. C'est Pluton qui nous aide dans ces métamorphoses. Et puis, qu'en lien avec l'eau vive du Verseau, où plusieurs planètes rapides accompagnent Pluton en ce mois de février 2025, en lien également avec les eaux marines d'amour universel de Neptune, nous devenions, chacun à notre petit niveau, les transmetteurs de ces énergies de lumière sur la Terre. Et qu'ainsi, 2025 devienne une année de bascule vers un monde plus lumineux où chacun pourra trouver sa juste place dans le grand et beau puzzle de la vie et de l'humanité. Alors, belle et heureuse année à chacun de vous, ainsi qu'à vos proches et qu'à ceux que vous aimez. Pour apporter ma petite pierre à cet édifice d'humanité, j'ai proposé dernièrement plusieurs conférences sur le transit de Pluton en Verseau. Ce sont des conférences qui sont accessibles à tout public. Et la première est maintenant en vente sur mon site dans l'onglet boutique approfondissement. Vous trouverez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé.
L'enseignement en lui-même de cette première vidéo dure environ 1h25 et puis il y a une quarantaine de minutes d'échange avec les participants. Les enregistrements des conférences suivantes se rajouteront progressivement en février ou au plus tard en mars 2025. Durant la deuxième rencontre, dont vous trouverez prochainement l'enregistrement, nous avons parlé du transit de Pluton dans les différentes maisons astrologiques, c'est-à-dire des défis dans le domaine de vie concerné selon l'endroit du thème, c'est-à-dire selon la maison où passe Pluton. Ça, on peut le voir sur chacun des thèmes individuellement. Et puis, la troisième soirée qui aura lieu dans une dizaine de jours aura pour sujet les transits de Pluton sur les planètes ou en aspect avec les planètes du thème natal. Pour vous donner une idée de la teneur de cet enseignement, je vais maintenant vous offrir quelques extraits de la première soirée. Bonsoir à tout le monde et puis merci de votre présence pour cette conférence. Je suis vraiment contente d'avoir eu un peu de monde pour vous parler de ce passage de Pluton en Verseau qui est quand même quelque chose qui est très important puisque on parle de 20 ans. 20 ans pendant lesquels Pluton sera en Verseau. Alors, je vais d'abord faire une toute petite incursion astronomique, puis je vous parlerai un peu de la mythologie de Pluton. Je vous donnerai quelques idées clés de ce que représente Pluton, quelques généralités sur le mode d'action des transits de Pluton dans un signe, et puis nous irons visiter le Verseau, là aussi avec des idées générales et puis quelques mythes qui y sont rattachés. Et enfin, nous balayerons quelques-uns des effets possibles de Pluton quand il traverse le Verseau, aussi bien dans ses excès que dans les défis à relever. Il vaut mieux connaître les défis à relever, c'est toujours plus intéressant de savoir ce qu'on peut en faire. Donc c'est la première fois que j'assiste à une de tes présentations, donc super, en un mot. Merci. Clair, efficace, voilà, et parfait. Quand Pluton passe en transit quelque part, que se passe-t-il de manière générale? Eh bien, nous sommes face à ce fameux juge qui détourne la tête. Et pourquoi la détourne-t-il? Eh bien, pour nous mettre face à nous-mêmes et nous obliger à nous regarder dans toute notre vérité, avec nos qualités certes, mais aussi avec nos défauts. Et du coup, ces transits marquent souvent des étapes cruciales dans notre vie, des crises aiguës, voire des descentes aux enfers, en tout cas des heures de vérité. Et c'est un peu la voix de la conscience qui s'exprime. La sentence plutonienne est généralement juste, impartiale, mais aussi sans concession et parfois implacable. On fait souvent des découvertes qu'on aurait préféré ne pas faire, du moins au moment où ça arrive, mais quelques années plus tard, on se dit, ah ben, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que finalement, ça m'a aidé à avancer. Pluton, c'est un vrai déshabillage, une mise à nu, souvent jusqu'à l'os, pour accéder à l'essentiel. Un dépouillement de tout ce qui est factice, de toutes nos illusions, de tout ce qui n'est pas essentiel. Et ces transits nous ouvrent souvent les yeux et nous mettent face à une réalité brute telle qu'elle est. Donc les illusions sont perdues, mais en même temps, ça nous permet de nous tenir debout de façon plus solide, parce que quand on se tient debout dans des illusions, c'est un petit peu flottant quand même. Alors ce qui se produit peut souvent nous paraître très dur, intransigeant, voire implacable, parce que ça nous oblige à assumer la responsabilité de ce qui nous revient. Et ça, c'est pas toujours agréable, surtout si on s'est déresponsabilisé. En même temps, cet accès à l'essentiel nous renforce dans quelque chose qui est profond et qui est intéressant. Bien sûr, tout ça va entraîner un processus de désintégration de ce qui n'est pas intègre. Je redis cette formule parce que je l'aime beaucoup. Parce que l'intégrité, c'est peut-être ça, la quête essentielle de Pluton, l'authenticité réelle, profonde. Et évidemment, ce qui peut paraître difficile dans ces moments-là, c'est que on est dans un processus de désintégration,
Mais on ne connaît pas l'issue de ce processus, tout comme la chenille ne sait pas encore qu'elle va devenir papillon. Et donc, ça peut paraître très sombre quand on est dedans et c'est souvent très déstructurant. C'est parfois difficile à vivre. C'est parfois plein de souffrance, dont le sens nous échappe souvent dans un premier temps. Mais en même temps, quand on prépare ces transits, ben, on peut passer à travers ces métamorphoses en y entrant volontairement et du coup, ça devient beaucoup moins douloureux généralement. Et puis, on va expérimenter souvent l'impuissance sur le monde extérieur, mais cette impuissance va nous permettre d'entrer dans la puissance intérieure, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, les transits de Pluton sont des facteurs de crise souvent aigus, voire de descente aux enfers, avec aussi des choses comme l'hypercontrôle, des abus de pouvoir, la répression, jusqu'à la cassure, jusqu'à la chute. Et ça peut passer par de la violence. Agression, agressivité, passion, hargne, voire haine, vengeance, manipulation, deuil, mort, etc. Mort de quelqu'un à côté, des choses assez violentes parfois. Soit que l'on subisse tout ça, soit qu'on en soit l'auteur parfois. Les assassins sont souvent des gens qui sont très plutoniens et qui n'arrivent pas à gérer cette puissance-là dans un sens lumineux. Ça peut évidemment aussi gérer de l'angoisse et donc du refoulement. En réalité, ces transits nous invitent à entrer dans un processus de métamorphose, donc d'entrer dans la chrysalide avec confiance pour pouvoir plus tard déployer nos ailes de papillon. Et cette puissance nucléaire à l'œuvre nous emmène, emporte dans un processus alchimique. Les transits de Pluton nous proposent des étapes initiatiques où mourir à soi-même offre l'occasion de renaître plus haut, purifié, grandi, plus authentique, plus vrai. Et quand on est conscient de ce qui est en jeu dans ce genre de période, eh bien, on comprend que la destruction n'est qu'une étape et on peut aider à détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Et on sait que après cela, si on le veut bien, il y a une purification et puis une reconstruction fertile qui suivent avec une renaissance sur des bases assainies et authentiques et profondes. Et donc, ce sont des opportunités à de profondes mutations possibles, des retournements intérieurs qui ouvrent la porte à l'éclosion de l'âme. Alors évidemment, tout ça, c'est intéressant de l'analyser dans les transits actuels, mais c'est aussi intéressant d'analyser les transits qu'on a déjà vécus pour en dégager l'essence, leur donner un sens dans le cours de notre vie, dans son évolution, et à partir de là, de voir ce que les transits suivants ont à nous proposer. Et les questions qu'on peut se poser lors des transits de Pluton, et notamment de Pluton en Verseau, c'est qu'est-ce qui est factice, superficiel, non authentique dans notre vie? Qu'est-ce qui n'est pas intègre? Qu'est-ce qui nous enchaîne? De quoi faudrait-il se dépouiller pour aller vers soi? Quelles illusions devrions-nous abandonner? Et ça va dépendre de la maison dans laquelle se trouve Pluton en transit ou de la planète éventuelle qu'elle transite peut-être. Ça, on verra ça de manière plus précise la semaine prochaine. Et puis, en quoi nous sommes-nous reposés sur les autres pour ne pas endosser la responsabilité de nos actes, avec le duo emprise-soumission qui est bien souvent pratique pour ne pas prendre la responsabilité de ce qui se passe. Alors, quel est le mode opératoire de Pluton en signe? De manière générale, eh bien, souvent, Pluton nous conduit vraiment à des excès négatifs, à tous les excès négatifs du signe qu'il traverse, pour en découvrir l'essence. Et quand il arrive dans un signe, là, au moment où il passe, comme là, ces années 2023, 24, 25, enfin 23, 24 d'ailleurs, ça a commencé, ben, au début, quand il est dans les premiers degrés, l'humanité se met à vivre les caractéristiques du signe traversé dans une espèce de fascination et d'intensité sur le plan horizontal,
dans la matière, à travers la matière et pour la matière, avec la recherche, dans un premier temps, d'un pouvoir temporel, manipulateur et absolu, et jusqu'à la nausée parfois. Jusqu'à ce que ces valeurs, conduites jusqu'à l'absurde, finissent par se détruire elles-mêmes, et jusqu'à ce qu'elles laissent place à ce qui est indestructible, justement, c'est-à-dire à ce qui est de l'ordre de la lumière du signe en question, et donc ce qui est de l'ordre de l'essence du signe. Lise Green disait, Pluton symbolise les grandes forces cachées de la psyché collective qui fracassent et renouvellent ce qui est vieux, usé, dépassé. Il travaille comme une machine qui drague le fond d'un lac et ramène à la surface tout ce qui est pourri et destiné à la pile de compost pour qu'une nouvelle vie plus propre, plus brillante et plus forte puisse émerger. Ce sont souvent les enfants qui sont nés avec Pluton dans un signe qui verront l'absurdité de ce que les adultes en ont fait avant. C'est-à-dire que actuellement, ce sont les enfants qui vont naître durant cette période de Pluton en Verseau qui verront la manière dont on a vécu ça et l'absurdité de ce qui se sera passé. Alors bon, j'aimerais encore, je veux encore espérer que ça se passera mieux qu'avec Pluton en Capricorne, mais il faut avouer que Pluton en Capricorne nous a fait expérimenter à peu près toutes les horreurs du Capricorne mal vécu, qui est un vrai tyran totalitaire, etc. Ce que je voulais dire surtout, c'est que souvent, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, et les générations qui naissent avec Pluton dans un signe vont voir tout ce qui n'était pas vraiment relié et qui était dans le côté sombre du signe. Alors, je peux vous donner quelques exemples très rapidement. Si ça vous intéresse, on peut le développer la prochaine fois, mais c'est pas forcément indispensable. Mais c'est juste pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. En 1913, Pluton est entré en Cancer. Et donc, le cancer, c'est en lien avec la famille et les valeurs de patrie. Eh bien, c'est le moment de l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Pour des valeurs de patrie, notamment de nationalisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les familles, qui sont la valeur cancer, ont été décimées, détruites, mais où ces fondements traditionnels des sociétés nationales ont aussi dû se réorganiser sur un nouveau monde et où, par exemple, la place de la femme a été profondément modifiée. La femme est liée aussi au cancer par la Lune. Et ce, précisément suite à la guerre et au fait qu'elles ont dû assumer des tas de travaux et qu'elles ont constaté qu'elles arrivaient à se débrouiller même quand les hommes étaient partis. Et puis en 38, on a eu le lion. Troisième mythe, les écuries d'Augias. Aussi un mythe du Verseau. Les écuries d'Augias étaient en réalité des étables que leurs propriétaires n'avaient jamais nettoyées pendant 30 ans. Vous pouvez imaginer aisément l'odeur pestilentielle de tout le fumier accumulé pendant 30 ans par les centaines de bêtes qui ont passé dans ces étables. Et évidemment, toute la vallée en profitait de cette pourriture, de ces déjections qui avaient même envahi les pâturages, les terres tout autour, terres qui étaient normalement fertiles, mais qui là étouffaient sous cette pourriture. Pourtant, personne ne sentait plus cette odeur nauséabonde. Tout le monde s'y était habitué. Très intéressant comme histoire là aussi. On peut noter que notre société et notre civilisation se retrouvent actuellement face à des écuries d'Augias assez pestilentielles aussi, et que la plupart de nos concitoyens ne se rendent toujours pas compte de la corruption qui règne à haut niveau, inconscient comme dans le mythe. Et peut-être, pour que ce soit possible à un tel degré, avons-nous en nous, nous aussi, individuellement, quelques écuries à décrasser. Et si c'est le cas, c'est le moment de le faire aussi. Donc, question à se poser, qu'y a-t-il à nettoyer dans nos écuries d'Augias? En quoi sommes-nous peut-être corrompus? Alors, c'est pas forcément de la corruption à haut niveau comme celle qu'on voit dans l'État et dans nos institutions, mais corrompu, c'est ne pas être réellement soi-même, et je pense que personne parmi nous n'est
à 100% lui-même dans ce qu'il a d'essentiel. Donc, c'est-à-dire que cette corruption, ça veut dire être coupé de la pureté, de l'accord entre nos véritables aspirations et notre incarnation, notre vie au quotidien. Hercule va proposer à Augias de récurer ses écuries en un jour, à la demande d'Eurysthée. Personne n'y croit vraiment parce que c'est tellement terrible qu'on n'imagine pas comment en un jour il va pouvoir faire ça. Mais le héros commence à faire 2 brèches dans les murs du bâtiment, donc il crée des ouvertures, et puis il va détourner 2 fleuves du voisinage, l'Alphée et le Péné, pour les amener à traverser les étables de manière à ce que les eaux emportent dans leur courant le fumier nauséabond pour nettoyer toute la vallée. Et voilà qui est fait. Le verseur d'eau du verseau emporte avec son eau vive ce qui est pourri. Dès que l'on accepte de faire des brèches dans nos armures et carapaces, qu'on accepte d'ouvrir pour que tout ce qui se putréfie en dessous, à force d'être figé, puisse prendre un peu l'air. Et on peut remarquer ici que Neptune est en chute en Verseau puisqu'il est exalté en Lion. Et il devrait donc en constituer le socle, d'après Gisèle Bory et Géraldine Join, qui disent ça dans leur livre L'astrologie et l'interprétation des signes par les mythes. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur la sensibilité neptunienne et sa capacité à dissoudre les vieilleries et les scories pour purifier nos terres intérieures et retrouver un lien sain avec le ciel étoilé dans son côté lumineux. Question que nous pouvons nous poser, de quoi sont faites nos armures? Quelles brèches pouvons-nous créer dans nos écuries figées, dans les déchets du passé? Où sont nos fleuves intérieurs à détourner, c'est-à-dire nos émotions, pour emporter ce qui doit l'être, afin de repartir sur des bases plus saines et nettoyées. Donc, quelles eaux affectives sont à détourner? Parce que Neptune, c'est aussi bien notre émotivité d'êtres humains que les énergies plus subtiles d'intuition et compagnie. Voilà donc pour les écuries d'Augias. Et enfin, dernier mythe que je vais vous raconter, rapidement aussi, c'est celui de Ganymède. Encore quelques questions que j'ai notées cette fois-ci. C'est comment passer de la conscience intellectuelle au ressenti des situations de corruption, individuelle ou collective. En quoi êtes-vous unique et singulier? À quelle utopie avez-vous, ou avons-nous, j'aurais dû dire, envie de donner corps? Quels actes précis avons-nous envie de mettre en œuvre quant à cette utopie? En quoi consiste notre liberté? Comment l'incarner vraiment? Quelle part prenons-nous à notre charge pour participer à la construction d'une véritable fraternité? Et pour cela, ça sera intéressant de regarder les maisons et les planètes concernées par le transit de Pluton. Moi, j'ai pas de questions tout de suite, mais j'ai trouvé ça super. Merci beaucoup. Merci. Non, non, vraiment, c'est tout ce côté mythologique là, c'est impressionnant. Je n'ai fait qu'effleurer, hein. Nous voici maintenant arrivés à la fin des extraits de la première conférence sur l'entrée de Pluton en Verseau et nous voici arrivés en même temps à la fin de cette vidéo. L'enregistrement complet donc de cette première rencontre sur ce sujet est en vente dans la boutique de mon site et les 2 rencontres suivantes seront disponibles très prochainement, donc fin février 2025 ou en mars au plus tard. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Mes coordonnées sont sur mon site. Merci de tout cœur de votre intérêt et de votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et connaissances, sur vos réseaux sociaux, vos blogs ou ailleurs encore. Merci également de cliquer sur le petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant de la publication des nouvelles vidéos ultérieures
Et puis surtout, ça peut aider à rendre la vidéo plus visible. Ça peut m'aider aussi dans la diffusion de mon travail. Et si vous le voulez bien, je lirai avec plaisir votre commentaire si vous voulez bien en laisser un sous la vidéo. Merci de tout cœur et à bientôt pour un prochain partage de connaissances astrologiques. Au revoir.